Chers amis, eh bien le bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la programmation de jeux vidéo en JavaScript. Et dans cette partie, on va s'intéresser au mouvement du paddle. Donc la dernière fois, on avait mis en place quelques répertoires, quelques fichiers, entre autres. On avait donc mis à votre disposition une bibliothèque qui s'appelle GameEngine.js, dans laquelle vous allez retrouver un objet pour créer des stages, donc des écrans, un manager pour gérer ceci, donc le stage manager, des objets comme l'entité qui va nous permettre de créer des objets dynamiques, dont des sprites. Donc, pour éviter d'avoir trop de fichiers ensuite à mettre en place par rapport à l'index HTML, je vous propose de créer deux fichiers JavaScript que vous mettrez ensuite dans le répertoire JS. Donc, pour créer des fichiers, vous allez dans le répertoire JS, un clic droit dessus, et vous faites nouveau fichier ou nouveau dossier si vous mettez des dossiers dans des dossiers. Donc je disais, je vais vous proposer de faire deux choses. On va créer deux fichiers JavaScript, un fichier qui va contenir les stages, donc les différents écrans, donc un stage d'introduction, un stage de jeu, donc de play, et un stage de conclusion. Donc tout ce qui est stage, on va les mettre dans un fichier qu'on appellera stage.js. Tout ce qui est actors, c'est-à-dire le paddle, la balle, les blocs, on va les mettre dans un fichier à demeure qui est actors.js. D'accord? Vous pouvez bien sûr créer d'autres fichiers. Ça, c'est vous qui voyez au niveau projet. Mais moi, en tout cas, pour éviter d'avoir trop de fichiers qui soient après implémentés dans index.html, je vous en parle tout de suite après, eh bien, je vais créer donc ces deux fichiers que je vais mettre dans un répertoire JS. Et de même, ma bibliothèque, le GameEngine.js, je l'ai déposé dans le répertoire Libraries avec un S. Mais ces fichiers, il faut que le navigateur y ait accès. De fait, il faut les mettre à demeure dans le index HTML. Comment? Donc, vous vous souvenez qu'on avait mis à disposition du navigateur, on lui avait dit, dans le projet, il faut que tu prennes aussi en compte les bibliothèques P5.js. Comment? On avait mis une balise script, et ici en src, donc la source, on lui spécifiait le chemin d'accès pour atterrir au p5.js. Donc, il est dans libraries/p5.js. De même ici, on avait défini le p5.dom.js dans libraries, et ici la bibliothèque qui permet de gérer le son dans p5.js, donc libraries/p5.son. Et bien de même, je vais rajouter encore une bibliothèque supplémentaire qui se situe en libraries/GameEngine.js. Donc un grand G, un grand E. D'accord? Donc demain, de fait, maintenant, ma bibliothèque GameEngine est accessible dans mon projet. D'accord? Si vous ne mettez pas ces scripts dans votre index HTML, votre navigateur ne les connaîtra pas, il va vous mettre des erreurs dans votre console car il y aura des objets qu'il ne pourra pas mettre en œuvre, il ne les connaît pas, il ne sait pas comment ça fonctionne. De même, il faut que je implémente dans mon index HTML une balise script pour le stage.js, une balise script pour le actors.js. Et ces deux fichiers se situent dans un répertoire, donc je stipule par le chemin src égale code js/stage.js. D'accord? Donc attention de bien stipuler les chemins d'accès à ces fichiers. Bien, donc on va avoir besoin d'afficher des images. Parce que le paddle, c'est une image qu'on va afficher. Donc ici, dans les assets, d'accord, dans les ressources, dans l'image, vous avez, dans image, ici, donc vous avez paddle.bmp, donc c'est un BMP. Il faut que je sois capable d'afficher cette image-ci à l'écran. Donc la première chose à faire, c'est d'aller voir dans la bibliothèque comment afficher une telle chose. Donc je vais ici dans la bibliothèque. On va faire ici. On va aller dans Home. Voilà, on va dans Références. Et on tape tout simplement Image. Donc il y a plusieurs choses. On va prendre celle-ci. Voilà. Donc ici, les amis de P5.js, eux, ils utilisent la version E et 5 pour déclarer des variables. Ils font var. Nous, on est un petit peu plus moderne. On va faire du ES6, on mettra let. Donc vous voyez ici, ils ont créé... Alors je vous laisse lire ce qui est en dessous. Hein. D'accord, c'est de l'anglais assez basique. Je pense que vous êtes très bon en anglais. Vous allez pouvoir comprendre. Bon, on va juste regarder les exemples, ça va nous permettre d'aller plus vite. Donc ici, il crée une variable var ou let, il l'appelle img. Donc cette variable va contenir donc l'image qu'on va afficher, l'image au sens pixel, d'accord? Les images doivent être préchargées dans la mémoire du navigateur. Donc avant de rentrer dans la fonction setup, avant de rentrer dans la fonction draw, il faut mettre à demeure dans la mémoire du navigateur les images, les sons, tout ce qui est ressources. Et bien pour ça, la bibliothèque P5.js permet de le faire à partir d'une fonction
qui est préchargé dans la bibliothèque Pifag.js qui s'appelle preload. Donc avant de faire un setup, nous ferons un preload. On fera fonction, preload, donc préchargement, et on mettra à demeure en mémoire tous les objets dont on aura besoin. Donc pensez, pour chaque image que vous utilisez, pour chaque son que vous allez utiliser, de ne pas l'utiliser dans la fonction setup en préchargement, mais d'abord de précharger toutes les ressources, qu'elles soient son, image ou autres, d'accord, ou fonte, pour ensuite pouvoir les utiliser. Donc il faut absolument les précharger. De fait, Pifag.js met à votre disposition la fonction preload. Donc il ne passera à la fonction, donc le programme ne passera à la fonction setup que lorsque toutes les images ou toutes les ressources, disons, seront préchargées. Donc il y a une étape de préchargement qui est fondamentale. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va précharger, on va charger dans la variable image, l'image, donc ici. Donc l'image s'appelle la défense.jpeg, donc c'est une JPEG. Elle se situe où? Dans le répertoire assets. Donc le mot-clé load image va prendre l'image et on lui stipule dans les arguments le chemin pour y accéder. Donc il va faire assets, comme nous, slash, et puis il va prendre le fichier qui s'appelle la défense.jpg. Donc attention à l'orthographe des noms. Donc si vous mettez par exemple ici un grand L alors que c'est un petit L, lui il ne connaîtra pas ce fichier. Donc la fonction preload va rester bloquée et donc il n'y a rien qui s'affichera. D'accord. Donc si vous voyez que votre jeu freeze, qu'il n'y a rien qui se passe, à mon humble avis, c'est qu'il y a un preload qui s'est mal fait. D'accord. Donc lancez la console et là elle vous dira qu'un tel fichier n'a pas été reconnu, ou etc. Donc on a une fonction de preload. Donc ici on précharge l'image qu'on la met dans une variable. Puis à un moment donné, ici dans le setup, il faut l'afficher cette image. Eh bien, il y a un mot-clé, il y a une fonction, il y a un objet, Pifag.js qui vous dit image. Donc en passant ici image, on sait qu'on va mettre à jour une image dans le canvas. Vous lui spécifiez la variable qui contient cette image, qui s'appelle img, et vous lui spécifiez le coin en haut à gauche en coordonnées x, y de votre image. Donc si le coordonnée x, y, c'est ici, 2.6, sera x égale à 0 et y égale à 0. Alors, il y a d'autres façons de mettre également des images. On peut spécifier plusieurs paramètres. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons ici de le faire. Donc là, je vous laisse lire la petite documentation qui va bien. Bien. Donc, retournons à nos moutons. Et commençons à mettre en œuvre et le stage de play et le paddle. Donc, il faudra créer deux objets. Un objet stage pour le play et un objet paddle qui sera un objet qui se découle de entités. Je vous invite à laisser le GameEngine.js ouvert dans le Visual Studio Code. Pardon. Ça vous permettra ensuite d'avoir accès plus facilement à ce que vous commencez à taper. Lui va reconnaître que les fonctions existent car il les voit dans GameEngine.js. Et bien, ça sera plus simple lorsque vous allez saisir les fonctions. Donc, regardons dans GameEngine.js les fonctions dont on a besoin. Et bien, d'abord, la fonction stage. Donc, la fonction stage, c'est quoi son constructeur? Et bien, dans le constructeur, on va lui passer notre stage manager. On va lui passer notre GSM pour Game Stage Manager. Donc, à demeure, le stage possède un Game Stage Manager. Donc, un stage peut changer de stage. C'est-à-dire qu'un stage de play pourra dire, bon non, je vais partir de mon stage play. Comme il connaît le GSM, donc il a un GSM, donc il a un Game Stage Manager, et bien c'est le Game Stage Manager du stage qui va lancer un nouveau stage. Bon, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. C'est un peu confus, mais vous allez voir, c'est assez simple quand on mettra en œuvre. Donc, en tout cas, les amis, dans le constructeur du stage, vous devez lui passer le Game Stage Manager, qu'on va tout de suite mettre dans une variable 10.gsm. Donc, GSM est une variable locale, mais cette variable locale, je prends son adresse, son référence, ou sa référence, si vous préférez, et je la mets dans une variable que j'appelle 10.gsm, donc qui fait partie de stage. Il y a 4 fonctions fondamentales. La première fonction, c'est la fonction update. Il faut mettre à jour les objets. Le paddle va se déplacer. Donc, il faut se mettre à jour en fonction du temps qui passe. Donc, vous récupérez le temps qui passe. Ça, on a vu la dernière fois. Ici, le dt. Donc, c'est la période entre chaque frame. Et en fonction de ce paramètre dt, eh bien, on va pouvoir mettre en œuvre les différents objets. Il faudra afficher les objets à l'écran. Donc, il y a une fonction de render. D'accord ? Quand vous allez rentrer dans le stage, il y a une fonction qui va être appelée en tout début, c'est onEnter. À l'entrée de votre stage, cette fonction-ci va être appelée. Et une fonction va être appelée en sortant de votre stage, par exemple un exit. Donc je vous avais dit la dernière fois, ça va nous permettre par exemple de mettre en œuvre des musiques et d'arrêter les musiques pour ce stage particulier. Donc voilà, le stage est très 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 simple. Regardons maintenant le entity. On va monter un petit peu plus haut. Donc les entités.
Donc les entités vont nous permettre de créer des sprites. D'accord? Alors, de quoi a-t-on besoin dans le constructeur? Quand on va créer un objet de type entité, ou ses petits-enfants, c'est-à-dire que des objets qui dérivent d'entités, il nous faut un constructeur. Dans le constructeur, vous lui passez le X. Donc, je suis en train de parler de cette ligne-ci, d'accord? Donc, vous lui passez le X. Alors, toutes mes entités sont définies avec un type corner, donc le point en haut à gauche. Donc, vous stipulez à l'entité que vous êtes en train de faire la coordonnée en X du point en haut à gauche. Bah, par défaut, c'est 0. Vous lui spécifiez en Y la coordonnée en haut à gauche, en Y, par défaut, c'est 0. Et vous lui spécifiez l'image dont il a besoin. Et par défaut, vous voyez, elle est undefined. C'est-à-dire qu'on ne passe pas d'image. Alors pourquoi on fait ça? On pourrait tout à fait faire un jeu sans image, en mettant des figures géométriques, des ronds, des cercles, des rectangles, etc. Eh bien, si vous ne passez pas d'image, vous aurez pour entité un rectangle. Ça nous permet de faire des tests avant d'apporter les images, d'accord? Donc, en fait, on regarde la mécanique du jeu, on essaie de voir ce que ça peut donner qu'avec des formes géométriques, disons des ronds, des cercles, des rectangles, des carrés. Et lorsqu'on voit que la mécanique fonctionne, eh bien là, on va sur Internet récupérer les différentes images. Donc, avant de passer par l'étape, je vais sur Internet récupérer des images, je peux tout à fait faire un jeu qu'avec des images. Eh bien, c'est ce qu'on fait ici. Si vous ne passez pas d'image, donc vous passez un paramètre undefined, eh bien, de fait, il saura qu'il a besoin de construire par lui-même un rectangle. Eh bien, j'ai aussi besoin d'un rectangle, donc à un moment donné, j'ai peut-être besoin de lui spécifier la largeur et la hauteur de ce futur rectangle. Donc, je mettrai ici 50 pixels en largeur, 50 pixels en hauteur. Qu'est-ce que je fais? Je récupère le X et le Y, ces deux variables-ci, je les mets dans deux autres variables d'instance d'entité qui sont 10.x égale x, 10.y. De fait, l'objet entité sera où se dessiner car on a le X et le Y. Je mets dans ma variable image, l'image proprement dite, donc soit l'image, soit undefined. C'est très important. Donc si vous ne lui passez pas d'argument dans le troisième paramètre dans le constructeur, et il va définir qu'il est undefined, et bien de fait, dans 10.image, vous aurez undefined. On définit une vitesse en x selon l'axe x, selon l'axe y, on les appelle dx, dy, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Toujours dans le constructeur. Hein. Dans le constructeur, on va récupérer maintenant l'image. Et bien, on va pouvoir mettre à jour notre largeur ici et notre hauteur. Donc, on fait quoi? Si l'image existe, donc 10, if 10.image est différent de undefined, c'est que l'image existe. Si elle existe, je vais mettre en mémoire sa largeur et sa hauteur dans 10.10, 10.height. Je mets à jour mes variables largeur et hauteur de cette image en faisant comment? Eh bien, en récupérant l'image ici, .this. Donc, dans le P5JS, chaque image possède un argument largeur, un argument hauteur, qui sont 10.this et i. Si l'image passée n'existe pas, donc elle est undefined, et bien de fait, je vais définir sa largeur et la hauteur de cette entité comme étant les W et H que j'aurai reçus ici en argument. Donc si vous ne faites rien en WH, vous aurez ici 50 pixels et 50 pixels. Donc mon rectangle sera de 50 pixels en hauteur et en largeur, sauf si je spécifie une image particulière. Toutes les entités auront un état, c'est très important. Hein. Ce paramètre 10.state, donc cet état, est très important pour la suite des événements. Donc chaque entité a un état. Par exemple, un état, donc imaginez une balle, donc la balle avance, elle rebondit, elle vient en collision avec un bloc. Donc le bloc, il était visible, donc il avait un état de visible. Le fait que la balle touche le bloc, il devient maintenant invisible. Donc son état va changer. Hein, par exemple, au début, la balle est verrouillée à la raquette, elle est dans un état de verrou, d'accord? Et puis on va appuyer sur une touche, on va libérer la balle repasse dans un nouvel état, un état de mouvement. Donc chaque entité possède un état. C'est très important pour la suite des événements. Chaque entité possède également un rectangle de collision, ici. Donc le rect bonds, c'est le rectangle de collision. Donc chaque entité possède un rectangle de collision, qui a par définition la position X de votre entité, la position Y de votre entité, la largeur et la hauteur de votre entité. Donc soit 50 pixels si vous ne passez pas et c'est un rectangle, soit la largeur et la hauteur de l'image passée en argument. Et puis ensuite, les amis, je me suis amusé à créer des petites fonctions pour positionner l'image, non pas simplement en X ou en Y, mais en définissant le côté gauche, le côté droit, le centre, etc. Donc l'image étant un rectangle, il y a 4 côtés. Côté gauche, côté droit, côté haut, hauteur, et bas en basse, quoi, disons.
Eh bien, donc côté gauche et côté droit, ce sont par rapport aux X. Le top et le bottom, ce sont par rapport aux Y. Eh bien, je peux récupérer dans des fonctions, et donc dans des variables ensuite, j'ai une fonction qui va me donner par variable où se situe le côté gauche et le côté droit, ou le côté haut et le côté bas. D'accord? Donc c'est toutes ces fonctions-ci. Pour ça, quand vous voyez le mot get, vous récupérez vous récupérez un nombre. Quand vous faites set, vous imposez. Donc get, je récupère la position, en X par exemple, du centre, ici, donc get center X, il va me donner la position en X par rapport au centre, enfin la position centrale en X par rapport à mon image, d'accord? Ici, il va me donner la position centrale de Y. Ici, je récupère le côté gauche, donc en X. Ici, je peux imposer mon côté gauche que je veux. Je lui dis, bah, va à cet endroit-ci. Vous lui spécifiez ici le côté gauche que vous spécifiez. Il va le mettre automatiquement. Il va faire 10.x égale left. Donc, je peux changer, je peux positionner mes objets soit en X, soit en Y, soit directement par le côté gauche, droit, haut et bas de mon image. Et mon image, c'est globalement un rectangle. Donc voilà, toutes ces fonctions permettent de positionner ou d'obtenir la position en haut, en bas, à gauche, à droite. On peut ici, dans ces fonctions inflate, changer la taille de votre rectangle de collision. Donc inflate xi, yi, vous allez réduire votre rectangle de collision en x et en y. D'accord? Cette fonction-ci, collides, va me permettre de détecter s'il y a une collision entre l'objet entité A et l'objet entité B. Donc l'entité A recevra ici un objet entité B, et grâce à cette fonction, j'aurai dans un booléen, donc soit vrai, soit faux, s'il y a collision entre ces deux entités. Ah, quelque chose d'intéressant. L'entité va bouger, donc il y aura besoin d'une fonction de update. On récupère ici en argument le temps qui passe. Donc le dt, je vous rappelle, c'est la période entre deux frames. C'est quoi la vitesse? La vitesse, c'est la dérivée de x par rapport... La vitesse par rapport à x, par exemple. C'est la dérivée de x par rapport au temps. Donc la position x, c'est la vitesse fois le temps. En gros, v égale dx sur dt, donc dx égale v fois dt. Donc je vais calculer un certain delta x, je vais calculer un certain delta y que je vais rajouter à mon x actuel. C'est le propos de ces deux fonctions. Donc vis.x, c'est la position maintenant, plus vis.dx, la vitesse en x, fois dt. Et comme je ne peux pas avoir 3,4 pixels, j'utilise une fonction de P5JS qui me dit floor. Donc floor, c'est la partie entière. Donc 3,2 pixels, il va prendre 3. Donc il n'y aura pas des 0,3 pixels ou, ou des virgules pixels. Grâce à floor, j'obtiens la partie entière de ma position en X et de ma position en Y. D'accord? Donc quand vous faites update dt, donc le dt on va le récupérer, quand vous appelez la fonction dt, en fonction de dx, dy, eh bien il va bouger, tout simplement. Ici, on a une fonction de mise à jour, mais il faut mettre également à jour le rectangle de collision. Le rectangle de collision doit suivre l'image, si vous voulez. Eh bien, ensuite, il faut afficher cette entité à l'écran, donc une fonction de render. Et là, il y a deux cas qui peuvent arriver. Soit l'image existe, soit l'image n'existe pas. Si l'image existe, donc if this image est différent de undefined, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, c'est tout à fait commencé. If this, donc là, la particulier, c'est le 10 par rapport au C. Si l'image, donc si cette image, ou si vous préférez, si l'image qui appartient à entité, tout ça, c'est des synonymes. Si cette image est différente de undefined, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va appeler la fonction qui est contenue dans P5JS qui s'appelle image. Qu'est-ce qu'on stipule? L'image, 10.image, ou image qui appartient à entité. On va la positionner en X, donc on lui donne la position X de l'entité, coin haut à gauche, en X et en Y, et on stipule également la largeur et la hauteur. Si je lui ai passé en argument une image undefined, je voudrais qu'il dessine un rectangle, donc je fais un else. Eh bien, sinon, si l'image est undefined, on va définir une couleur, 255, 0, 255, donc c'est un violet. Stroke White, donc s'il fait, il définit la taille du cadre de votre rectangle. Donc là, je lui stipule une largeur 0, donc il n'y a pas de cadre du tout. Et je lui donne ici une fonction rect, donc il va dessiner un rectangle en X, en Y, en largeur et en hauteur stipulé au-dessus. Donc si vous mettez une image, vous avez l'image qui apparaît. Si vous n'avez pas mis d'image, vous aurez un rectangle de couleur violette. Donc ça permet de faire du debug ou de développer un jeu sans image.
Et vous avez aussi possibilité dans le render.debug d'afficher à l'écran le rectangle de collision. Vous aurez un rectangle de collision, vous verrez le rectangle s'afficher pour voir s'il est de bonne taille ou pas. Donc on peut faire ensuite des inflates pour le réduire en fonction de la mécanique de votre jeu. Donc vous voyez, c'est très 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 simple. Alors, commençons à faire le paddle. Donc de fait, j'ai une image qui s'appelle paddle.bmp. Allons dans sketch.js. J'ai ici créé ma fonction preload. Donc cette fonction-là va me permettre de précharger en mémoire toutes mes ressources, qu'elles soient images, font, son. Où vais-je mettre toutes ces images, tous ces sons? On les a mis dans des objets littéraux. Donc là, j'ai appelé un objet littéral qui s'appelle gtexture. Et j'aurai un objet littéral qui s'appelle gsound. Donc vous avez compris, hein, ça c'est pour mettre mes images. Et cet objet ici, c'est pour mettre mes sons et mes musiques. Mon objet est vide. Eh bien, je vais mettre dans gtexture, quoi? Eh bien, mon paddle.bmp. Et je lui passe en clé un mot, je l'appelle paddle. Donc on fait ça comme ceci. On fait gtexture, crochet, on lui montre crochet, donc la clé c'est paddle, on peut mettre n'importe quel mot, hein, mais paddle c'est bien parlant, et je vais appliquer ce qu'on a vu il y a quelques temps dans load image, donc je vais prendre la bibliothèque P5.js, dans P5.js pour charger une image je fais load image, je lui donne le chemin d'accès, donc c'est / assets image paddle.bmp. Donc de fait, le navigateur aura en mémoire le fameux paddle. D'accord? Eh bien, on va créer le paddle. On y va. On va dans Actors. Voilà, je vais dans Actors. Donc, mes acteurs seront dans actors.js. Mes stages seront dans stage.js. Comment construire le paddle? Eh bien, le paddle, je vais définir que c'est une classe. Donc, je fais classe paddle. Ce paddle dérive d'un objet qui est dans le Game Engine qui s'appelle entité. Donc, je fais extends entité. De fait, le paddle possède tous les arguments, toutes les fonctions de entité. Pour construire un paddle, que faut-il? Ben, mon paddle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je le positionne à l'écran. Donc, on va le positionner en Y fixe et le X va bouger par contre. Donc, on va définir directement un constructeur en lui spécifiant à quel endroit en X mettons le paddle. Donc, on a besoin uniquement de la position X du paddle. Donc, je mets dans le constructeur du paddle X. Voilà. Donc, je récupère ici le X. Je vais de fait maintenant appeler le constructeur d'entité. Pour ça, je fais super. Donc, vous vous souvenez, l'entité, il a besoin de quoi? De la position X. Donc, je reçois ici X, je lui passe. J'ai besoin de positionner en Y. Donc, je positionne en hauteur de le canvas, moins 50. Donc, je prends la hauteur de mon canvas et je retire 50 pixels. Et je lui donne quoi? Bah, l'image que j'ai besoin. Mais où se situe-t-elle l'image? Elle se situe dans un objet littéral qui a pour clé paddle. Donc, je vais chercher ici gtexture, qui est global. Hein. Pardon, ici. Donc, gtexture est un objet global, vous voyez, il est défini ici tout en haut, donc il est global, donc il est visible par ici Actors. Donc je vais chercher gtexture et je lui passe la clé paddle. Pas plus difficile que ça. Mon paddle, il a besoin de quoi? Il a besoin de vitesse. Donc je pourrais, alors en dur, je pourrais coder dx égale 300, dy égale 300. Mais il est probable que votre paddle puisse changer en vitesse au cours du jeu. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les vitesses dans une variable. Ensuite, il suffira de changer cette variable une seule fois et elle se mettra à jour automatiquement là où elle apparaît. Donc, je vais créer une variable de paddle, donc dis.speed. Donc, je rappelle, dis.speed signifie en français, si vous préférez, je définis une variable speed qui appartient à paddle. C'est ça que ça veut dire. Le dis.speed, c'est une variable qui appartient à paddle. Et pour l'instant, elle vaut 300 pixels. dx, la vitesse en x, et en Y, ça vaut 0. Mais dx, dy demeurent à paddle, car paddle dérive de entity, et entity possède un dx, dy. D'accord? Par contre, entité ne possède pas de speed. Donc j'ai pris entité, cette entité possède un dx, dy, je lui ai rajouté en plus à mon objet paddle, hein, par héritage, il a obtenu par héritage un dx et un y, et je rajoute un speed. Qu'est-ce que je vais faire pour le mettre à jour? Bah, tout simplement, je vais appeler la fonction de entité update. Mais comment faire? Eh bien, j'appelle la fonction parent de entité, donc super.updateDT. Tout simplement. Ça, on en verra un petit peu plus tard. Comment afficher le paddle à l'écran? Bah, c'est simple. Je vais faire appel la fonction render d'entité. Comment fait-on ceci? On fait super.render. Tout simplement. Et comme il a en mémoire l'image, il sait où se situe le X, le Y. Donc, par défaut, il sera en 0, 0.
non, l'entité. Mais là, ici, moi, j'ai défini un certain X et un certain Y. De fait, le X et Y, ils vont changer dans l'entité. Et donc, il sera au bon endroit. Et pour l'instant, il ne va pas bouger parce que des X et des Y sont nuls. Donc, mon rendu, à un moment donné, vous êtes d'accord que le paddle, alors bien sûr, en plus de ces fonctions update et render, je peux créer d'autres fonctions. Bah, je ne me suis pas gêné, j'ai créé d'autres fonctions. Par exemple, j'ai créé une fonction stop. Bah, cette fonction stop, c'est quoi? Bah, c'est une fonction arrêt. Comment arrêter le paddle? Bah, tout simplement en lisant que sa vitesse en X, donc il n'y aura qu'une vitesse en X, hein, la vitesse en Y sera toujours nulle. Le paddle se déplace horizontalement. Donc pour arrêter le paddle, il suffit de dire stop. Et pour dire stop, il suffira de dire que la variable dx, qui appartient à paddle, vient de entité, donc 10.dx égale à 0, tout simplement. Ensuite, le paddle, il peut avoir deux directions. Et bien de fait, j'ai créé une fonction move et il reçoit en argument direction. Donc là, je me suis amusé à faire un petit switch case, là, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe, les amis? On va essayer de comprendre. Donc il y a une fonction move. Le paddle peut se diriger soit vers la gauche, soit vers la droite. Si je reçois en argument direction, et si cette direction vaut chaîne de caractères left, L-E-F-T, il faut que je me déplace vers la gauche. Comment se déplacer vers la gauche? Eh bien, il faut stipuler que la vitesse en X, c'est négatif. Donc, je lui donne dx, parce que vous n'oubliez pas que l'axe en X est orienté de la gauche vers la droite. Donc, si je dois me déplacer vers la gauche, j'obtiens une vitesse négative. Eh bien, je dis, donc switch case, en fonction des directions, quel est le cas? Bah, si le cas est left, je dis que 10.x égale moins 10 speed. Donc 10.dx sera égal à moins 300. Donc il se déplacera vers la gauche. A contrario, si je reçois ici right, donc je veux qu'il se déplace vers la droite, eh bien je mettrai maintenant 10.dx, donc la vitesse qui appartient à paddle, bah cette fois vaut 300 pixels. Si je ne change pas, ici cet argument-ci. Donc à cette fonction move, en lui spécifiant left ou right, le paddle ira soit vers la gauche, soit vers la droite. Tout simplement. Il faut maintenant créer le stage. Donc je vais dans Stage, et je vais créer mon premier stage. D'accord? Bien. Donc pour créer un stage, ce stage qu'on l'appelle Play Stage. Alors moi habituellement dans mes objets je mets des grandes lettres, hein, donc grand majuscule, grand Play Stage. Extend Stage, parce que Play Stage, c'est un objet qui va hériter de Stage. Le constructeur, bah, c'est le même constructeur que le Stage. Alors qu'on va attendre ici, on va recevoir dans le constructeur le Game Stage Manager, et tof, pof, on lui passe ici directement dans le constructeur parent. Et il faut que je crée ce paddle. Donc le Stage va posséder un paddle. Que faire? On va créer une variable qui va contenir un paddle. Comment fait-on ceci? C'est très simple. Vous créez dans votre stage un paddle. Mais ce paddle appartient à PlayStage. De fait, il faut faire 10.paddle égale new paddle. Et qu'est-ce qu'on spécifie dans le paddle? Vous vous souvenez ici dans le paddle? Il faut lui spécifier quoi en argument? X. Eh bien, je vais positionner mon paddle en 0, tout simplement. On en parle un petit peu après de ça. Mon paddle va bouger. D'accord? Donc ma fonction ici, PlayStage, va recevoir des updates en fonction de DT. Et bien maintenant, je vais mettre à jour tous mes objets. Mes objets bougeants, je vais faire 10paddle.update. Et plus tard, je ferai 10.ball.update. Et je lui passe ici le DT. Soit il a besoin du DT, soit il n'a pas besoin du DT. Mais ici, il a besoin du DT parce que paddle vient de entité qui se met à jour dans l'update en fonction du fameux DT. D'accord? Ça, on en parle un petit peu après. Dans ma fonction stage, j'ai besoin de faire des rendus. Eh bien, qui va faire quoi? Il faut que le paddle se dessine à l'écran. Comment va-t-il se dessiner? Eh bien, dans paddle, il y a une fonction. Cette fonction, c'est render. Je fais le paddle qui appartient au stage play, ou play stage, si vous préférez, point render. Ce paddle va s'afficher à l'écran. Il y a des fonctions de enter, il y a des fonctions de exit. Donc là, pour l'instant, elles sont entièrement vides. Donc, j'ai un paddle, j'ai un play stage. Il faut maintenant implémenter ceci dans le sketch.js. Retournons au sketch.js. Donc, on a créé un GSM, donc un Game Stage Manager, New Stage Manager. J'ai à demeure maintenant un Game Stage Manager. J'ai aussi un GStage, donc c'est un New Map. Donc New Map, hein, rappelez-vous, on a vu ça la dernière fois, c'est un tableau dans lequel on peut mettre des objets qui sont référencés par des clés. D'accord? Ce qu'on faisait avec des objets littéraux, grâce à Grand Map, alors il y a petite map aussi, hein, Grand Map
avec un grand M. Grâce à l'objet map, on peut mettre également dans un tableau des objets qui sont référencés non plus avec des indices, 0, 1, 2, 3, mais avec des clés. Donc c'est beaucoup plus simple à obtenir des objets avec des clés qu'avec l'indice 24 ou l'indice 48. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'ils ont créé l'objet map. Eh bien, que fait-on? Donc on crée le canvas. Ça c'est classique. Je vais faire gstage. Donc je vais mettre dans mon tableau gstage 7. Donc je lui mets dans le tableau. Donc 7 c'est pour mettre, get c'est pour récupérer. Eh bien ici, je vais mettre dans mon tableau, donc je fais un petit peu d'espace, qu'on aura d'autres stages. Eh bien je vais mettre dans mon tableau tous les stages. Qu'est-ce que je fais? Donc gstage.set, on lui donne un nom, donc on lui donne une clé. Bah, je vais l'appeler playstage. Donc le stage qu'on va mettre dans gstage, qui est le playstage, ça fait beaucoup de mots ça, et s'appelle playstage. Et qu'est-ce qu'on fait dedans? On lui met new playstage. Il attend quoi? Le game stage manager, et qu'on obtient ici, grâce à celui-ci. Donc avant de créer les gstage, il faut d'abord créer le GSM. Donc c'est le premier objet que vous créez, c'est le GSM. Donc le GSM, c'est lui qui va gérer les stages. Donc pour gérer les stages, il faut qu'il existe. Donc je crée d'abord le Game Stage Manager, puis les stages. Et c'est très important à cet endroit-là. Donc de fait, maintenant dans GStage, j'ai en mémoire un PlayStage qui contient GSM. Et il a pour clé PlayStage. Évidemment, là pour l'instant, vous avez un seul stage. Mais dans quelques temps, vous aurez plusieurs stages. Un stage d'introduction, un stage de jeu, un stage de conclusion. Donc on va mettre à demeure dans GStage, on fera des 7, 7, 7, tous les 7 pour, on va mettre par exemple intro stage, conclusion stage. Mon GSM, pour l'instant, il ne possède aucun stage dans sa pile. Il faut lui dire, voilà, maintenant on va prendre ce stage à demeure et mets-le dans la première pile. Donc on a, pendant votre bibliothèque est entièrement vide, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de pile, et vous allez prendre le premier livre. Et bien là, vous prenez un livre en lui disant GSM, push stage, pousse dans ta pile le stage. Mais quel stage? Eh bien, gstage, get, play stage. Donc je le mets ici dans le set, je le mets en mémoire, donc il est à demeure mémoire, et comme maintenant j'empile maintenant mes stages, eh bien il faut que j'empile le premier stage par le push stage. D'accord? Alors, comment maintenant mettre en œuvre le game stage? Eh bien c'est très simple. Vous n'allez pas vous soucier de comment mettre en œuvre, il y a deux fonctions à appeler. Il y a le GSM, alors bien sûr, après avoir récupéré le DT, hein, d'accord? Donc dans la fonction draw, qui est appelée de façon répétitive, vous faites gsm.update et vous récupérez le DT. Eh bien le gsm.update, il va avoir quel est le stage dans sa pile courante, et il va appeler les fonctions update du stage. Donc vous voyez, le GSM appelle la fonction update du stage pour vous. Vous n'avez pas à vous soucier avec ça. Et il y a aussi des rendus à faire. Eh bien c'est le GSM qui va s'occuper des renders. D'accord? Donc il va faire des updates et des renders. Si je ne me suis pas trompé, on doit avoir un canvas qui doit faire 600 pixels en largeur, 500 pixels en hauteur. Alors de quelle couleur? De quelle couleur est de couleur foncé, un gris foncé. Et il doit apparaître au milieu. Non, on l'a mis en position 0. Donc il doit apparaître à 50 pixels du bas du canvas, en 0, un paddle, donc avec l'image qu'on a définie. On y va. CTRL S. Donc vous lancez votre navigateur, et si tout se passe bien, dans mon navigateur ici, vous voyez, on va rafraîchir pour bien voir la chose. Donc je rafraîchis, j'ai bien un écran ground 51, et ici j'ai un paddle qui est en position 0, 0. Et ici c'est la hauteur de mon canvas, et je lui ai retiré 50 pixels ici. D'accord, il y a 50 pixels ici. Alors essayons par exemple de le centrer ici, au plein milieu de l'écran. Alors comment faire? On pourrait se dire, bah, je connais la largeur de mon paddle, je vais soustraire ici, je vais diviser par 2. Mais... Non, il y a plus simple. Il y a plus simple parce que j'ai des fonctions qui vont bien. Regardez bien. Je retourne ici. Je vais dans Actors. Je retourne ici, dans Actors, dans mon paddle. Non, c'est pas dans mon paddle, c'est dans mon stage, pardon. Voilà. Imaginons, donc là, vous l'avez défini en 0, d'accord? Mais, si je dis, va te positionner en X par rapport au centre, au canvas divisé par 2. C'est ce que fait cette fonction. Donc, je n'ai pas besoin de calculer la largeur de mon canvas, de calculer la largeur de mon paddle, de voir, bah, pour cette longueur-là, je vais faire ça divisé par 2, moins plus de moins divisé... Non, pas besoin. On va dire 10 paddle, donc ce paddle, 7
center X, donc va être positionné en X, ou ça, eh bien, à la largeur divisée par 2 du canvas. CTRL S, retournons ici, et le canvas est au milieu de l'écran. Donc vous voyez les petites fonctions set et get, ça permet de rapidement positionner mon objet à l'endroit que je désire. Mais pour l'instant, le paddle, alors je reviens ici, j'ai beau appuyer sur mes touches gauche et droite, pour l'instant il ne se passe rien. Alors comment, enfin il ne se passe rien ici, il y a des choses à gauche, mais je vous montre après. Comment faire pour faire maintenant interagir le clavier? Allons dans P5, et tapons un mot magique, on va taper Keypress. Dans P5, vous allez trouver des fonctions qui vont nous aider à faire intervenir le clavier. Et entre autres, il y a deux fonctions qui sont appelées par P5JS que sont Keypress, Keyrelease. De Keypress fonction est appelée à chaque fois qu'une clé est pressée. La clé fournira un keycode. Donc chaque fois que vous appuyez une touche du clavier, la fonction Keypress renvoie un keycode. Donc ce keycode est unique en fonction de la touche. Donc le A a un keycode, le B a un keycode, la barre d'espace a un keycode, la flèche directionnelle a un keycode, etc. Allons voir dans keycode. Attends, il y a encore un truc en bas. Pour les non ASCII, pour les touches non ASCII, il y a des mots définis. Par exemple, delete, enter, return, tab, up arrow, donc la flèche du haut, down arrow, left arrow, right arrow. Coolos. Allons voir dans keycode ce qu'il dit. Donc la bibliothèque, c'est ça. Il faut se balader, cliquez ici, hop, on ouvre une page, on va dire, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, keycode. Alors attention, hein, K, petit K, grand C ici. Hein. Keycode, si vous avez appuyé sur une touche, donc la fonction Keypress est activée. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous rentrez dans la fonction Keypress. Chaque fois que vous relâchez une touche, vous avez la fonction Keyrelease. Donc quand j'appuie sur cette touche, j'ai la fonction Keypress qui est activée. Et dans le keycode, j'ai la touche qui a été pressée. Donc ce keycode peut avoir plein de chiffres ou de mots réservés. Par exemple ici, le mot réservé c'est up arrow, donc la flèche directionnelle vers le haut. Ou down arrow, donc la flèche directionnelle vers le down, vers le bas. D'accord? Donc vous sentez bien qu'on va utiliser ceci. Alors pour simplifier encore plus les choses, donc je suis là pour vous simplifier les choses. Donc on a deux fonctions, Keypress quand une touche est appuyée, Keyrelease quand une touche est relâchée. Moi, j'ai créé un objet supplémentaire qui s'appelle Input, qui va vous aider à gérer le press et le release dans ma bibliothèque Game Engine. D'accord? Donc, revenez ici. Allez dans le sketch.js. On a créé ici un objet qui s'appelle GInput. D'accord? Donc, il sera global à votre projet. Donc, vous pouvez appeler GInput n'importe où dans votre projet. C'est New Input Manager. Donc j'ai créé un Input Manager qui va gérer les managers, enfin qui va manager les entrées, les inputs, donc les claviers ou la souris. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le clavier. Alors descendons. Donc il y a aussi deux autres fonctions pour la souris, le mouse press, le mouse release. Bon là, je vous laisse aller voir dans P5JS. Si vous avez compris le keypress et le keyrelease, vous aurez compris le mouse press et le mouse release. Donc chaque fois que j'appuie sur une touche, je rentre dans cette fonction-ci. Chaque fois que je relâche une touche, je rentre dans cette fonction-ci. Et donc je vais afficher à l'écran console.log, presser, et je lui passe le keycode. Chaque fois que je vais relâcher une touche, je vais afficher lâcher, et je vais afficher le keycode. Alors, on va afficher ça. Tiens, on va aller dans le... Alors on fait CTRL S, hop, on retourne dans le navigateur qui est là. On appelle notre recherche, on met à jour pour que, voilà, pour s'il n'y ait pas qu'il y ait de tricherie. Je viens ici, et je vais appuyer maintenant sur les touches barre espace. Donc le barre espace a un keycode de 32. Chaque fois que vous appuyez sur la barre espace, le keycode vaut 32. Je presse, je relâche. Je presse, je relâche. On va appuyer, alors pour effacer ça les amis, vous avez ici vidé la console. Je vais maintenant appuyer sur la touche directionnelle gauche. J'appuie sur la touche directionnelle gauche. Donc c'est le mot, ou le keycode 37. Ou left arrow. Donc soit vous utilisez le chiffre 37, soit vous utilisez le mot réservé left arrow. Maintenant je vais appuyer sur la touche flèche gauche et flèche droite. Donc 39, 39, 39, 37, 37, 37, 39, 39, 39, barre espace, barre espace, barre espace, entrée, entrée, entrée. Donc chaque touche possède un keycode. D'accord?
Alors, mais pourquoi vous avez fait un input manager? Bah, le souci, c'est que il faut ensuite récupérer le code. Est-ce qu'il est pressé ou est-ce qu'il n'est pas pressé? Parce que là, il vous dit, on va retourner dans Visual Studio ici. Ici, il faudra ensuite mettre en œuvre des variables ou des fonctions. Alors, en fait, je ne me suis pas pris la tête, je me dis, ok, je vais me créer un objet input manager qui va gérer et les claviers et les souris. D'accord? Donc, vous utilisez ou pas, c'est vous qui voyez. Hein, je vous impose pas d'utiliser ça. Il s'appelle, vous faites un new input manager. Ce input manager doit se mettre à jour à chaque frame. De fait, ici, dans le rendu, vous appelez maintenant la fonction GInputUpdate. Donc, en fait, on met à jour le manager. Donc, le manager se met à jour. Il vous dira si une touche a été appuyée, si une touche a été relâchée. D'accord? Donc, le input manager, il faut le mettre à jour. C'est très important. Donc, après avoir fait GSM input DT, vous faites GInput. Donc, l'objet s'appelle GInput ici. Vous l'appelez comme vous voulez. J'ai mis en constante parce que le GInput ne va pas changer. Le contenu de l'objet va changer, mais l'objet lui-même, son adresse, si vous préférez, ne va pas changer. Ce sera toujours la même. Donc, je fais GInputUpdate, puis après, je fais un GSM render. Et dans mes fonctions qui sont ici, je vais faire GInput set keyboard press. En gros, dans mon objet GInput, j'ai une fonction membre qui dit set keyboard press. On a appuyé sur le clavier et on lui passe directement dans la fonction le keycode. Quand je vais relâcher une touche, je vais faire GInput set keyboard released keyboard released et vous lui passez le keycode. De fait, maintenant, grâce à mon GInput, je suis capable de savoir quelles sont les touches qui ont été enfoncées, quelles sont les touches qui ont été relâchées pour le clavier et pour la souris. Alors, comment utiliser un tel truc? Vous allez dans Stage. Le Stage possède un paddle. Donc, c'est le Stage qui doit dire au paddle, déplace-toi vers la gauche, déplace-toi vers la droite. Donc, le Stage va regarder l'information du GInput. Et en fonction du GInput, il va dire, bon, bah maintenant le paddle, tu vas vers la gauche, et maintenant le paddle, tu vas vers la droite. Comment ça se passe? Vous allez dans le Update. Dans le GInput, donc là, je vous invite à aller voir dans le Game Engine, mon GInput. Il y a une fonction qui s'appelle XKeyPressed. Est-ce que la touche donnée en argument est-elle pressée? Est-elle touchée? Donc, GInput is keyPressed. Est-ce que la touche a été appuyée? Et vous lui dites quelle touche. Donc, soit vous stipulez ici un numéro, le keycode, que vous avez eu dans la console précédemment, ou vous faites directement le mot réservé, left arrow. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est true, soit c'est false. Donc, if j'ai pressed, on pourrait faire ceci, ou bien on fait égal true. D'accord? Quand je ne mets rien, c'est que le résultat est vrai. Donc, si c'est vrai, fais ceci. Sinon, fais autre chose. Donc, si GInput is keyPressed, est-ce que la touche flèche gauche est appuyée? Oui ou non? Bah, si c'est oui, on va faire ce qu'il y a après, sinon, on ne fait pas. Donc, soit vous faites ça, soit mettre en trou si vous êtes sûr d'eux. Et bien, qu'est-ce que je fais? Et bien, je vais dire que ton paddle, tu vas te mettre mouvement, et je lui passe en argument left, entre cotes. Et vous vous souvenez, dans le move du paddle, quand c'était left, on mettait la vitesse des X qui va bien pour que le paddle se déplace vers la gauche. Idem, si maintenant j'appuie sur la touche flèche droite, donc je fais if GInput is keyPressed, mais qui? La flèche droite de mon clavier, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc là, on peut faire ça, ou si vous préférez, faites égal, double égal, hein, c'est une condition, true. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On dit paddle, mets-toi en mouvement, ici, hein, paddle, mets-toi en mouvement vers la droite. Mais si je ne fais rien, mon paddle va se déplacer toujours vers la gauche ou toujours vers la droite. Donc maintenant, il faut que je détecte à quel moment le joueur a relâché la touche. Quand il a relâché la touche, il faut que mon paddle s'arrête. Comment faire? Eh bien, il y a un ou. Soit vous avez relâché la touche gauche, soit vous avez relâché la touche droite. Eh bien, on fait ça comme ceci. If GInput is key released, cette fois en arrow left, ou double barre ici. GInput is key release right. Donc en gros, si la touche left, la touche gauche a été relâchée ou la touche droite a été relâchée, sous-entendu, si elle a été relâchée, c'est qu'elle a été appuyée précédemment. Et bien de fait, on dit au paddle, arrête-toi. Donc thisPaddle.stop. Vous voyez, grâce à ma petite bibliothèque, grâce à ces isKeyPress, isKeyRelease, vous lui passez dedans le keycode que vous voulez, et vous n'avez plus à vous prendre la tête avec ça. Vous appelez GInput dans votre sketch.js, vous le mettez à jour dans le input, dans le update, pardon. Vous, dans les fonctions, on va venir ici, ce sera plus simple. Ici, vous mettez, on reprend.
Ici, vous créez un JInput, New Input du manager. OK. Vous le mettez à jour ici, entre le GSM Update et le GSM Render. De fait, votre input se met à jour. Il est capable de détecter s'il y a des choses qui se mettent à jour ou pas. D'accord? Est-ce que tu as appuyé? Est-ce que tu n'as pas appuyé? En fait, le update, il est remis à 0. Il y a un tableau qui se remet à 0. D'accord? Donc, il accumule dans un tableau les touches qui ont été appuyées, les touches qui ont été relâchées. Là, je vous invite à aller voir la bibliothèque. Donc, on met dans un tableau les états de chaque touche. Et quand je fais un update, hop, je nettoie mon tableau pour la prochaine frame. Donc, ici, je récupère, donc vous mettez vos fonctions keypress, keyrelease du P5JS et vous implémentez via GInput set keyboard pressed. Vous récupérez le keycode qui vous est donné instantanément par le keypress. Et ici, le set keyboard release, vous récupérez le keycode. Et vous n'avez plus à vous prendre la tête avec ça. Et ici, maintenant, on utilise le GInput. Est-ce que la touche flèche gauche a été appuyée? Oui, non. Si tu as été appuyé, déplace-toi vers la gauche. Si tu as appuyé la droite, tu te déplaces vers la droite. Si tu as relâché la gauche ou la droite, tu t'éteins ou tu t'arrêtes. D'accord? Donc, je vais avoir maintenant un paddle qui doit pouvoir se déplacer. Parce que j'ai les touches qui fonctionnent. CTRL S. Relancer la chose. Rafraîchir la page. Et maintenant, flèche gauche. Vous voyez, 37. Appuyer, relâcher. Mais le problème, on a un petit problème. Regardez, le paddle, il va continuer à aller vers la gauche ou à droite. Donc ça, c'est un problème à résoudre. Et maintenant, je vais vers la droite. 39, 39, 39, 39, 39. Et si je reste appuyé, donc si je relâche, il s'arrête. Si je reste appuyé, il va. Et quand je relâche, il s'arrête. Le souci, les amis, c'est que maintenant, mon paddle, vous voyez, il peut sortir de mon aire de jeu. Comment résoudre ce problème? Donc, on va dire au paddle, voilà, quand tu bouges, si par malheur, tu dépasses une certaine limite haute à gauche ou à droite, tu t'arrêtes ou tu te bloques. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, on ouvre ici Visual Studio Code, on retourne dans Actors, on retourne ici dans Update et on va regarder maintenant les limites. Et vous allez voir qu'avec ces limites, là, avec mes petites fonctions get et set, c'est très très simple. Donc, on va d'abord faire la limite gauche. Donc, chaque fois que le côté gauche de mon rectangle, donc de mon paddle, devient négatif, c'est qu'il sort du côté gauche. Et bien, c'est ce que je fais. If this, donc une fonction get left. Donc on récupère ici un nombre qui peut être positif ou négatif. Donc il récupère en fait le côté gauche de mon rectangle. Si ce côté gauche est négatif, c'est que j'ai débordé de mon canvas. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je lui dis que son côté gauche doit être à 0. Donc on bloque ici le côté gauche de mon paddle. Je fais 10.setLeft, c'est une fonction qui appartient à paddle. Je n'oublie pas de mettre un 10. 10.setLeft. Hein, si vous mettez ça, ça ne marchera pas. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Il ne va pas comprendre setLeft. Il va dire, mais je ne comprends pas cette fonction setLeft. Non, setLeft, il faut lui dire, attention, cette fonction, elle est quelque part. Elle existe par rapport au paddle. Et en fait, elle existe dans entité. D'accord? Donc setLeft 0. Donc on bloque à gauche. De même, les amis, si mon paddle va trop à droite, s'il dépasse la largeur de mon canvas, il faut que je dise, va pas plus loin que la largeur de mon canvas. If this.getRight, je récupère une valeur. Si cette valeur est plus grande que canvas.this, qu'est-ce que je fais? Je fais this.right, canvas largeur. Tout simplement. Et vous voyez ici dans le rendu, bah attends, voir si ça marche, CTRL S. Donc grâce à mes get, mes set, etc., vous voyez, c'est très très simple. Je ne vais pas me soucier de connaître la longueur, la largeur des uns et des autres pour centrer, pour diff, rien à voir. Je prends le let, je prends les set, je prends les get, nickel. Ici, je retourne dans mon navigateur, je rafraîchis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, qu'on travaille toujours avec la... Alors vous n'avez pas besoin de rafraîchir, hein, mais là c'est pour vous montrer qu'on est bien en temps réel dessus. Donc maintenant, je me déplace vers la gauche, et vous voyez, mon paddle, j'ai beau appuyer, il ne va pas plus loin. Maintenant, si je vais vers la droite, pareil, le paddle ne dépasse pas. Et pourtant, j'appuie. Hein. Il ne veut pas aller pas plus loin. Il n'ira pas plus loin que la droite que défini. D'accord? Alors, une petite dernière chose, le rectangle de collision. Donc, actuellement, on ne voit pas le rectangle de collision. Il existe, hein, mais on ne le voit pas. Si vous voulez l'afficher, vous retournez dans Visual Studio Code, toujours dans le Actors, et vous vous souvenez, dans l'entité, on avait un Render Debug qui permettait de visualiser le rectangle de collision. Eh bien, on va appeler la fonction renderDebug qui appartient à entité. Comment faire? Donc, vous faites un super. Donc, c'est une fonction qui est membre d'entité. Comme ici, on est sur paddle, il faut que je descende d'un cran. Il faut que je demande au papa ou à la maman de paddle d'afficher ceci. C'est le super. CTRL S. Et si tout se passe bien, je dois avoir maintenant un rectangle de collision, de couleur blanche. Donc, je viens ici.
Je retourne dans mon ici, et j'ai maintenant un rectangle de collision de couleur blanche, qui se déplace à la même vitesse et au même endroit que mon paddle. Si vous estimez que le rectangle de collision est trop grand par rapport à l'objet considéré, donc là c'est facile parce qu'on a un objet qui est rectangulaire, mais si on a des objets qui ne sont pas forcément rectangulaires, bah on va ajuster le rectangle de collision pour pas faire d'impair, pour pas avoir des collisions lorsqu'il n'y a pas d'objet, en fait, d'accord? En tout cas, merci de votre écoute. Je vous invite à bien analyser ces codes sources, de vous plonger dans la GameEngine.js, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée. À très bientôt. Merci.